Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bonsoir ma chère Sonia. Bonsoir Laurence. Bienvenue sur CNews et sur Europe 1 pour ce deuxième numéro de La France en face. On prend le temps dans cette émission pour interroger en profondeur les invités afin de mieux comprendre leurs réflexions, leur vision de la France et leur vision du monde. Et notre invité est un ancien ministre, écrivain. Il est notamment l'auteur de Populicide chez Fayard, déjà écoulé à plus de 135 000 exemplaires, véritable succès de librairie. Il est le fondateur de Puy du Fou. Bonsoir Philippe de Villiers. Bonsoir Sonia Mabrouk. Et évidemment, Bonsoir, les téléspectateurs et auditeurs vous suivent tous les vendredis avec Elliott Deval et Geoffroy Lejeune, que l'on salue chaleureusement. Et ce soir, comme l'a dit Laurence, à travers votre livre, Philippe de Villiers, on va vous interroger sur votre diagnostic précis de la France, sur l'état de notre pays et les remèdes, bien sûr. On a besoin d'espoir. Et de solutions. Mon cher Philippe, dans ce livre, on croise une galerie de personnages. Une grande partie de ces personnages sont liés à votre enfance, au berceau de votre famille. L'enfance, c'est la terre, c'est la Vendée. Et puis, on dit toujours que pour savoir où l'on va et qui on est, il faut savoir d'où l'on vient. C'est cela que vous racontez aussi dans Populicide. Alors, vous faites allusion à ma généalogie, donc elle est vendéenne, mais en fait, pas tout à fait. Et je vais vous faire une confidence. Le berceau de la famille, c'est le Cotentin, dans la Manche, dans une commune qui porte ce nom, Villiers-Fossard. C'est là qu'est née la famille Villiers, il y a fort longtemps. Mon père était lorrain. Il servait sous les ordres du colonel Delattre au 15 le fameux régiment du 15. Il s'est évadé à 4 reprises pour le rejoindre. Et puis il a fini par le rejoindre après la guerre, après avoir subi l'épreuve du camp de représailles de Lübeck, où il s'est comporté comme un héros de la résistance. Et il a été invité chez le colonel Delattre, devenu maréchal Delattre, à Mouilleron-en-Pareil. Et là, il a rencontré une jeune fille catalane, qui était ma mère. Donc je suis un Vendéen par le droit du sol, mais un Vendéen passionné de ma terre. J'étais un petit gars qui courait la campagne en cueillant sans savoir des fleurs de civilisation. Et je vais vous raconter un détail qui peut paraître dérisoire, mais pour moi c'est très important. Chaque matin à mes persiennes, je sentais monter le coq, l'enclume et l'angélus. Et en fait, pour définir mon enfance, je dirais, ce fut une symphonie. Alors vous parlez souvent de votre ascendance, Philippe de Villiers, de générations qui ont payé, dites-vous, l'impôt du sang. C'est d'ailleurs avec cette idée que vous êtes entré en politique et que vous en êtes sorti, on en parlera. C'est quoi cet impôt du sang ? En fait, j'appartiens à une vieille famille française, pauvre et glorieuse, de soldats, de chevaliers, d'officiers français, qui, selon la coutume, ne payaient pas l'impôt de la gabelle, mais payaient l'impôt du sang. Vous venez d'y faire allusion. Qu'est-ce que ça veut dire, l'impôt du sang ? Ça veut dire être capable de se sacrifier pour son pays, de donner son sang pour son pays. Le sang reçu, le sang versé. Et quand on regarde la généalogie de ma famille, depuis Hastings, 1066, Guillaume le Joli qui accompagne Guillaume le Conquérant, on voit 2 phrases qui reviennent tout le temps. La première est entrée au service en telle année, au service de la France, au service des armes de la France. Et la deuxième phrase, qui est plus poignante et même parfois déchirante, c'est tomber au champ d'honneur en telle année. Donc si vous allez à Rocroi, si vous allez dans n'importe quel endroit où la France s'est battue, il y a des parents. Et en fait, vous m'avez posé une question sur moi par rapport à l'impôt du sang. Et je vais vous dire, quand j'étais petit, donc je me sentais trop heureux. Très vite, je me suis dit, en fait, je suis un débiteur de ce bonheur que je n'ai pas mérité, dans cette France que j'aime et qui m'aime. Et je me souviens, ma mère nous récitait le Chateaubriand. « Oh, que j'ai douce souvenance du cher pays de mon enfance, ma sœur, qu'ils étaient beaux les jours de France. Oh, mon pays, sois mes amours toujours. » Et en fait, je récitais ça et un jour, je me suis dit, il faut que je paye ma dette.
ma dette morale, ma dette d'honneur. Et donc, je me suis dit, ma manière à moi de payer l'impôt du sang, ce sera la vie publique, et puis le Puy du Fou, mais la vie publique sous un angle différent, sous un angle sacrificiel, sous un angle oblatif. C'est-à-dire offrir ce que j'ai de meilleur, offrir à mon pays, dont je suis le débiteur, passant, on va dire, à Sparte, comme ces soldats sont morts ici pour obéir à ces lois. Et cette tradition militaire, cette tradition du service, cette tradition de l'oblation, j'ai essayé de la transposer dans le milieu politique. Et alors, j'ai payé l'impôt du sang. Oui, et en comment fait, en réfléchissant, je me dis, mais oui, j'ai payé, vous savez comment, les guignols. Parce que je suis sorti lacéré, éviscéré, tailladé par les guignols. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je vous raconte là, cette francité qui est aujourd'hui acceptée par les Français, au contraire même revendiquée par les temps qui courent, à l'époque, ça me valait des colibés. Et en fait, je ne pouvais pas rentrer sur un plateau sans avoir ma crécelle de lépreux. La lèpre conservatrice, on dit. Voilà. Philippe de Villiers, vous écrivez aussi dans ce livre qui est absolument passionnant, Populicide, « Depuis ma prime jeunesse, je vis avec une brûlure. D'où vient cette brûlure qui vous marque au fer rouge? Est-ce celle de la disparition d'un peuple ?» Alors, en fait, c'est plus simple et plus compliqué à la fois. J'appartenais à une petite nation, mon bocage, mon bas bocage vendéen, dont je ne sortis pas, entre les chirons de granit et les genêts en fleurs. Et j'ai vu tout à coup cette nation disparaître. La fantaisie des dentelières, la liturgie des préveilles, le dariolage. J'écoutais au loin les toucheurs de bœufs et j'entendais Luneau, Callot, Verdun, Douaumont. En fait, c'était les noms de leurs blessures en 1914. Et donc, c'était une formidable allégorie, une formidable enluminure qui s'est installée en moi et puis je parlais patois, c'était ma première langue. Et ma brûlure, je vais vous dire ce que c'est. C'est qu'un jour, j'ai compris, au bout de 50 ans, que cette langue-là, elle était morte. Elle a disparu. Or, c'était un art de dire, un art de rire, un art de pleurer, jusqu'à une manière sublime d'apprivoiser l'intime. Et moi, je voyais des gens rudes, des gens simples qui mettaient dans chaque pas et dans chaque interjection une poésie disparue. Et alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je me suis dit, quand j'ai eu 13 ans, 13-14 ans, en fait, ce petit monde, mon monde à moi, il s'en va. Ce pays, ce petit pays qui est à moi, il s'en va. Ce petit peuple qui est à moi, il s'en va. Et j'ai eu peur, et je n'ai cessé d'avoir peur pour le grand peuple, pour le grand monde, pour le grand pays. Philippe de Villiers, sans doute, ceux qui nous regardent ce soir sur CNews et nous écoutent sur Europe 1 vont vous redécouvrir de nouveau, ou découvrir certains aspects de votre vie, de votre parcours, de votre enfance, comme l'a rappelé et égrené Laurence Ferré. Si on devait vous classer, beaucoup tentent de vous classer en ce moment, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Certains pourraient dire que vous êtes déclinologue, que vous êtes contre-révolutionnaire, conservateur à tout le moins. Que choisissez-vous? Ça, c'est le piège. Oui. Vous acceptez l'étiquette? Alors, je dirais pessimiste actif. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je suis un conservateur au sens étymologique du terme. Conservateur, ça veut dire sauver. Et mon père, quand nous étions petits, nous disait toujours « Soyez des conservateurs, mais des sauveurs et des sauveteurs ». Qu'est-ce qu'un conservateur? C'est quelqu'un, quand il se réveille le matin, qu'il ouvre ses volets, se dit « je vais encore boire un bol de crapaud ». C'est-à-dire qu'un conservateur, un vrai conservateur, il s'indigne. S'il ne s'indigne pas, ça va devenir rapidement
un ravi des santons de la crèche. C'est-à-dire coupeur de citron de la vie, quoi. Exilé de l'intérieur. Mais il ne suffit pas de s'indigner, ajoutait mon père. L'après-midi, il faut construire. Il faut prendre le piolet et le mettre contre les éboulis. En d'autres termes, un conservateur, c'est quelqu'un qui s'indigne parce qu'il faut être lucide, voir le monde tel qu'il est, sinon on ne fait rien, et en même temps quelqu'un qui crée à contre-courant. Et en fait, j'ai forgé une devise quand j'ai eu 18 ans, qui m'a servi beaucoup, à commencer par le Puy du Fou. Une société se sauve non pas par des mises en garde, mais par des réalisations qu'on accroche à contre-pente. Et j'ajoute, pour être complet, je ne suis pas qu'un pessimiste actif, je suis aussi un souverainiste. Toujours. Ouais, un souverainiste, ça veut dire... Joli mot. Vous savez, quand mes profs de droit constitutionnel disaient la souveraineté, c'est la compétence de la compétence. C'est génial. En fait, la souveraineté, c'est le caractère d'une puissance qui ne relève d'aucune autre. Et comme je suis souverainiste, c'est pour ça que je suis là, avec vous. C'est pour ça que j'écris. Parce qu'un pays qui perd sa souveraineté, il meurt. Parce qu'un pays qui perd sa souveraineté, il perd finalement son identité, il perd tout. Pourquoi? Parce qu'un pays qui perd sa souveraineté, il perd le pouvoir. Et quand je vois autour de nous, y compris sur CNews, tous les jours, les gens qui disent « Ah là, encore une nouvelle norme, encore de l'argent liquide, machin, ils vont nous emmerder, etc. » Mais ils ne savent pas qu'il n'y a que 15% des lois qui sont autonomes. Le reste, ça vient de Bruxelles. Donc j'espère qu'on va en parler. Voilà, je suis souverainiste et je pense que l'avenir est aux souverainistes. C'est le souverainisme ou la mort. Il est 21h12, on est en direct sur CNews et Europe 1. Notre invité exceptionnel, c'est Philippe de Villiers. Dans un instant, des téléspectateurs, des auditeurs ont des questions à vous poser sur évidemment cet item. Vous dites, Philippe, dans ce livre Populicide, ne pas avoir bridé votre plume pour écrire. En quoi consiste donc un populicide et comment expliquez-nous cette loi de gravitation par laquelle tous les peuples meurent? Alors, vous vous rappelez ce que je dis, effectivement, que je n'ai pas bridé ma plume. Et je vais expliquer pourquoi. Tout simplement parce que je suis hanté par la disparition du peuple auquel j'appartiens. Donc, j'ai plus de raison de brider ma plume. Alors, un populicide, c'est un génocide par substitution de peuple. C'est-à-dire une substitution de peuple qui s'ajoute à l'effacement du peuple originel. Si bien qu'on se retrouve avec deux populations déracinées, les déracinés de l'extérieur, qui ne savent pas où ils arrivent, et les déracinés de l'intérieur, qui ne savent plus d'où ils viennent. Et vous parliez de la loi de gravitation. En fait, je me suis dit, en écrivant ce livre, je vais aller à la recherche de tous les grands peuples de l'histoire de l'humanité et je vais voir comment ils sont morts. C'est fascinant de voir les traits communs. Par-delà le temps, par-delà le lieu, les traits communs. Cette loi de gravitation, on pourrait l'exprimer ainsi. D'abord, tous les peuples qui meurent ne se voient pas mourir. C'est très curieux. On dit que pour un homme, la décomposition suit la mort et que pour une civilisation, c'est l'inverse. La décomposition la précède. Donc on doit le voir et on ne le voit pas. À Rome, par exemple, il disait « la felicitas », mourir en s'amusant. Le mot d'ordre des sociétés expirantes. Donc on va au cirque, on est heureux, on ne se voit pas mourir. Deuxièmement, et là on retrouve partout ce trait commun, en fait, quand un peuple commence à négliger son récit fondateur, il est aspiré par le vide, aspiré par le noir, par le trou noir. Et troisièmement et surtout, comme l'ont dit les historiens, notamment Polybe le grec, aucune civilisation ne cède à une agression extérieure si elle n'a pas d'abord développé un mal qui la ronge de l'intérieur.
C'est la haine de soi. Suivez mon regard, la haine de soi. Parlons justement de ce mal qui ronge de l'intérieur. Vous expliquez aussi comment, Philippe de Villiers, l'islam s'impose, dites-vous, à la chrétienté flageolante, s'impose à la Byzance éternelle, à une hésidante Byzance éternelle. C'est aussi ce qui se passe actuellement, selon vous. Est-ce que pour vous, l'offensive islamique n'est importante et possible que par la faiblesse, finalement, de la chrétienté? Oui. Je vais être plus précis. La faiblesse, l'insouciance de nos élites. Dans mon livre, je dis ceci. Accrochez les ceintures. Je dis ça pour la Macronie, la Mélenchonie et Parce que les élites, c'est ça, en fait. C'est les élites mondialisées, ceux qui sont de la post-France ou de l'anti-France. Bon. En fait, les élites composent une branchitude avachie qui ne se sent plus capable de porter son récit fondateur, qui, en fait, rêve de sortir de soi, rêve de s'abolir dans une histoire nouvelle, rêve de se donner à une civilisation virile, rêve de se donner à une religion où on retrouverait la différenciation sexuelle, le combattant au feu et la femme au foyer. Et donc, finalement, l'hédonisme consumériste de tous ces laïcards achève là sa trajectoire en venant par une sorte de ruse hypnotique se fondre dans son exact contraire. Philippe de Villiers, voyons comment combattre ces populicides. Il faut des personnalités éveillées, nous dites-vous. Solzhenitsyn, que vous avez connu, vous vous rapprochez aussi de Boualem Sansal. Ce sont des vigies comme vous face aux populicides. Vous faites le rapprochement entre Solzhenitsyn et Boualem Sansal et vous avez raison. Solzhenitsyn, un jour, il était à une émission avec apostrophe avec Jean Daniel, Nouvel Observateur. Et à la sortie, Jean Daniel a dit le moujik mystique. Vous vous rendez compte? En d'autres termes, en fait, il y a des points communs entre eux. Premièrement, ils nous ont prévenus, les deux. Deuxièmement, on ne les a pas crus. Et troisièmement, on attend qu'il soit trop tard pour les saluer. Et en fait, Solzhenitsyn nous a prévenus sur les dangers du communisme, sur ce qu'il a appelé le goulag. On s'est moqué de lui, la gauche s'est moquée de lui. D'ailleurs, à son enterrement, j'étais tout seul avec Dominique Touchet pour représenter la France. Les autres, ils étaient aux Jeux Olympiques ou à défiler dans la rue. Bernard-Henri Lévy, tous les autres, là. Il n'y avait plus personne. Bon. Quant à Boualem Sansal, vous avez vu comment les choses se sont passées. Voilà. Et on s'est raté cet après-midi. Un nouveau numéro de téléphone. Il m'a rappelé, il m'a envoyé un message. Il dit on se voit vite, etc., etc. J'aime cet homme, il est extraordinaire. Et en plus, il est plein de tendresse et de douceur. Et en fait, il avait dit une chose un jour. Il m'a dit, tu sais, Philippe, tu parles du choc des civilisations, mais il n'y en aura pas parce que vous allez vous coucher. C'est une longue histoire. Et dans cette longue histoire, il y a un grand tournant, Philippe de Villiers, une véritable bascule avec Maastricht. Alors, je vous ai entendu dire à de très nombreuses reprises que le mur de Maastricht allait tomber, que l'Union européenne, c'est une création américaine. Ça fait vraiment polémique, en tout cas, ça fait beaucoup réagir. Est-ce que ça veut dire vraiment, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce soir que c'est une idée qui est née dans le bureau ovale? Autrement dit, l'Europe n'a pas écouté de Gaulle? Oui. Alors, l'idée européenne est née dans le bureau ovale et elle y est morte. Ah oui. Elle y est morte là, cet été. Quand il y avait les rangs d'oignons, là, vous savez, ils étaient tous là avec Zelensky, Macron, etc. Ils faisaient oui à Trump. Bon. Et je reviens à la question, à votre question initiale sur le bureau ovale. En fait, ça se passe en 1943. Il y a tous les détails. J'ai écrit un livre là-dessus. Personne ne m'a contredit. 1943, le président Roosevelt accueille dans son bureau son chargé de mission et il lui donne un ordre, c'est de faire un marché européen complémentaire en fusionnant les États.
Ce chargé de mission s'appelle Jean Monnet. Jean Monnet, il passe sa guerre aux États-Unis. En fait, il est banquier. Oui. L'Europe de la résistance. Et c'est tellement vrai que l'Europe va suinter, dès le début, de toute la sémantique américaine. C'est-à-dire commission, vraiment l'Amérique, haute autorité, discours sur l'état de l'Union, père fondateur, poule, charbon, acier, poule, charbon, etc. Bon. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Les hommes politiques français et européens choisissent de faire, dès le départ, une Europe post-politique, avec une architecture post-politique, une Europe sous clé américaine, une Europe sans les États et avec un fédérateur extérieur, qui est l'Amérique. Parce qu'en même temps, il y a l'OTAN. Donc une Europe de l'Atlantique sans l'Oural. Alors, une Europe de l'Atlantique, oui, maintenant, oui, voilà, absolument. Et on a échappé à l'Europe de l'Atlantique à l'Aral, avec la Turquie. Donc, une Europe de l'Atlantique sans l'Oural. Et puis, Maastricht est arrivé. Et là, à Maastricht, c'est une tentative d'anéantissement du politique. C'est-à-dire, on essaye de vivre sans gouvernement. La Commission, ce n'est pas un gouvernement, c'est un État profond, c'est des fonctionnaires. Sans élection, et même sans géographie ni frontières. Ça s'appelle l'espace sans frontières. Voilà. Et donc le mur de Maastricht va tomber. Pourquoi ? Parce que cette Europe-là, cet État profond, ce super État profond, il fonctionne tout seul et il fonctionne comme une broyeuse. Je peux donner quelques exemples. Avec le Mercosur, on va liquider nos derniers paysans. Avec le marché de l'électricité, on va liquider nos derniers artisans. Avec le pacte vert, on est en train de liquider notre industrie automobile. Avec le marché unique de la défense, on va liquider notre industrie de défense, alors que la France est le seul pays en Europe à avoir une industrie de défense indépendante des États-Unis, etc. Donc qu'est-ce qu'il faut de plus aux Français qui nous écoutent, qui nous regardent sur CNews et sur Europe 1, pour qu'ils brisent le tabou ? Parce qu'on est sur un tabou religieux, là. Ah non, mais c'est pas possible, l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la puissance. Ah, je t'en foutrais, l'Europe c'est la paix. Il nous emmène à la guerre. Et la puissance, vous savez ce que c'est aujourd'hui l'Europe à propos de la puissance ? Ce que disent les Américains et les Chinois, ils appellent ça un protectorat. C'est un protectorat numérique des États-Unis, c'est un protectorat technologique de la Chine. Vous vous rendez compte que Macron en est à implorer des joint ventures à l'envers, avec les Chinois qui nous donneraient leur technologie, leur savoir-faire. Bon, c'est un protectorat démographique de l'Afrique et c'est un protectorat culturel de l'islam. Pas mal. Philippe de Villiers, vous êtes notre invité exceptionnel ce soir sur CNews et sur Europe 1. Ces questions-là inquiètent beaucoup les Français. Ils sont nombreux à avoir voulu témoigner, vous poser des questions ce soir, téléspectateurs et auditeurs. Je vous propose d'écouter Eric qui vous interroge. Il est ingénieur et il vous parle de la souveraineté de la France. On écoute Eric. Bonjour Monsieur de Villiers, je m'appelle Eric, je suis ingénieur et j'aimerais vous poser une question. L'Europe semble avoir échoué à se doter d'une souveraineté militaire et stratégique. Et manifestement, ce n'est pas auprès de l'OTAN qu'elle la trouvera, compte tenu des positions actuelles du président américain. Pensez-vous que c'est à la France d'être la locomotive de cette souveraineté stratégique et militaire? En a-t-elle les moyens et est-ce souhaitable? Voilà, belle question d'Éric. Philippe de Villiers, votre réponse. Alors, moi, je ne crois pas du tout à une Europe de la défense, à une armée européenne. Pourquoi? Parce que la France est le seul pays européen, je viens de le dire, qui a une industrie de défense indépendante. La France, en fait, elle a, et je réponds à Eric, elle a 3 atouts dont elle est la seule à disposer. Premièrement, elle est membre permanent du Conseil de sécurité. Deuxièmement, elle a le nucléaire, la protection nucléaire. Et troisièmement, elle a une industrie de défense qui est absolument remarquable. Qu'est-ce que font les autres? Ils achètent américains. Et qu'est-ce que fait Mme von der Leyen? Elle vient de faire voter un projet qui a été voté par presque tous les députés français
au terme duquel 35% des équipements qui seront fabriqués en Europe pourront venir de technologies extérieures. Ça veut dire que c'est mise sous clé américaine définitive. En d'autres termes, on va, nous, liquider notre industrie de défense au profit d'un marché unique de la défense qui va renforcer le pôle américain de l'OTAN par rapport à des pays qui sont soumis à l'OTAN et qui n'ont pas d'industrie de défense. Et j'ajoute un point important. Le général de Gaulle, lorsqu'il a créé l'atome, pour lui, c'était clair. L'armée défend l'intérêt vital du pays. L'intérêt vital, c'est le territoire national. On ne va pas au-delà. Bien sûr, on peut être ambigu par rapport à l'ennemi potentiel, mais on est là pour défendre le pays, le territoire et la population. Faire comme Macron en ce moment, expliquer aux Français, comme le général Mandon et tout l'état-major militaire, qu'on va envoyer des Français se battre en Ukraine et qu'il faut sacrifier nos enfants dans une guerre qui n'est pas une guerre juste. La guerre juste, selon Grotius, la guerre juste, c'est la guerre c'est la guerre de légitime défense. Voilà. C'est le principe thomiste, c'est la légitime défense. Quand vous êtes en légitime défense, là, vous avez le droit de faire la guerre. Et la légitime défense, c'est quand vous êtes envahi. Là, c'est pas le cas. Mais qu'est-ce que vous répondez, Philippe de Villiers, à ceux qui vous disent que tenir ce genre de discours, c'est être capitulaire, c'est être mini-quoi, c'est avoir un esprit de défaite? Alors, c'est exactement le contraire. Je vais vous dire, ceux qui nous font croire qu'on est en 38 se trompent, on est en 14, là. Et par tout un enchaînement d'alliances, on pourrait se retrouver en guerre. Je vous réponds. Deux choses. Premièrement, cette guerre n'est pas notre guerre. L'Ukraine n'est pas en Europe. Aux confins de l'Europe. Non, elle n'est pas en Europe. Aux confins de l'Europe. Alors qu'on se préoccupe des pays qui sont en Europe, pourquoi pas, mais elle n'est pas en Europe. Ensuite, c'est une guerre entre deux peuples slaves, qui est d'ailleurs très compliquée, beaucoup plus compliquée qu'on ne le dit en France. Il faudrait voir quelle est la responsabilité de l'OTAN dans tout ce qui s'est passé. Et puis deuxièmement, la Russie n'est pas notre ennemi. Elle est à 2500 km. Elle n'a pas l'intention d'envahir la France. Et donc le moins qu'on puisse faire, c'est que la France retrouve sa vocation. Sonia Laurence, sa vocation, c'est quoi sa vocation? Puissance d'équilibre et de contrepoids. C'est ça la France. Puissance d'équilibre et de contrepoids, ça veut dire qu'on s'impose pour faire la paix. Normalement, la paix devrait être signée à Paris, entre l'Ukraine et... Alors que là, on assiste impuissant au saute-mouton de Trump qui va chez Poutine et Poutine qui va chez Trump. Mais quelle humiliation pour la France, ce grand pays qui se traînent aujourd'hui. Alors, ils sont là à se réunir. Il y avait d'ailleurs dans le journal Le Parisien aujourd'hui un titre qui était magnifique. On voyait Macron avec l'anglais et l'allemand, et puis Zelensky, l'homme de bien, entouré de corrompus. Et alors, le titre, c'était Zelensky et ses gardes du corps. Vous voyez où on en est. Pour que les journalistes français du Parisien se moquent de Macron, c'est que ça va, on est rendu très loin. Mais est-ce que la France doit se réarmer aussi bien sur le plan militaire que sur le plan moral, Philippe de Villiers? Et c'est ce qui sous-tend toute votre réflexion, évidemment, dans ce livre. Alors, il y a deux questions. Premièrement, réarmement militaire, évidemment. Et d'ailleurs, il y a un chef d'état-major des armées qui, il y a 8 ans, on ne l'a pas écouté, on aurait mieux fait d'écouter il y a 8 ans, qui avait dit ça. Il a dit, si on ne se réarme pas, on tiendra 3 jours de munitions. Je me souviens de cette expression. Voilà, on aurait mieux fait d'écouter. Bon, d'ailleurs, il sort un livre en ce moment. Le général, évidemment, Pierre de Villiers, voilà. Il faut le citer, chef d'état-major, effectivement. Voilà. Et un grand officier français. Voilà. Et donc, pour le réarmement matériel, oui, bien sûr. Alors, quant au réarmement moral... vous vous rendez compte de ce qui se passe aujourd'hui en France? On nous dit
préparez-vous à vous battre pour l'Ukraine. Donc on nous invite à devenir des patriotes ukrainiens. On nous invite à défendre l'indépendance de l'Ukraine. On nous invite à défendre la frontière de l'Ukraine. On nous invite à défendre la souveraineté de l'Ukraine. Et pendant ce temps-là, on bazarde la souveraineté de la France, l'indépendance de la France, la frontière de la France. Et il n'y a aucun réarmement moral puisqu'on nous explique que la France a vocation à devenir une société multiculturelle. Le réarmement moral, Philippe de Villiers, passe par un diagnostic partagé sur la réalité, sur la situation du pays. Vous en parlez depuis des années, à travers notamment un autre livre, Les mosquées de Roissy, qui a d'ailleurs suscité, rappelons-le à nos téléspectateurs et auditeurs, un véritable tollé médiatico-politique. Un livre choc agrémenté à l'époque de révélations sur l'entrisme islamiste. Là encore, vous diriez que vraiment les élites n'ont pas voulu voir. Elles ont compris ce qui se passait et elles ont mis toute cette poussière-là sous le tapis? En fait, quand j'ai sorti mon livre, le ministre de l'Intérieur allait au Bourget devant 100 000 personnes. À l'époque, qui était 2005, oui. À Pâques. Et la presse m'est tombée dessus en disant « Oh là là, le mot « islamisation ». C'est la première fois qu'il était utilisé. Et j'expliquais, avec des documents qui m'avaient été donnés par les services secrets, qui m'avaient choisi parce que ça ne bougeait pas, ils voulaient que ça bouge, qu'il y avait 27 salles de prière sous le tarmac de Roissy et que toutes les salles des bagages étaient complètement infiltrées, gangrénées par les fiches S, les fichiers S et les terroristes potentiels. Et en fait, là, l'attitude de toute la nomenclature, de toute la société de connivence, médiatico-politique, c'était de dire oh, c'est n'importe quoi. Et puis d'ailleurs, on n'utilise pas le mot islamisation. Et donc, en fait, derrière ce déni, il y avait l'idée de faire un Liban occidental déjà. Très important. C'est-à-dire que tous ces gens ont cru. Je leur en veux pas plus que ça, parce que c'est une erreur énorme et de bonne foi. Toute la classe politique, en fait, elle a cru et elle croit encore. Ce que croit Mélenchon, que c'est simplement un problème de laïcité. Que si on impose des règles de la République, etc., on va régler le problème. Comme si on arrêtait une lame de feu avec des codes. Vous voyez, ils sont complètement à côté de la plaque. Ils veulent faire une société multiculturelle. Ils ne voient pas que dans le monde entier, les sociétés multiculturelles sont devenues des sociétés multidéculturées et multiconflictuelles. Le danger, c'est qu'un jour, comme le dit très bien le directeur du renseignement territorial le 13 décembre dernier, dans une note au président de la République, le danger, c'est qu'on cède aux frères musulmans qui veulent imposer à la France, tenez-vous bien, il faut le lire et le relire, ce rapport pour le comprendre, veulent imposer le califat. Philippe de Villiers, vous êtes notre invité exceptionnel, 21h33 sur CNews et sur Europe 1. Vous avez récemment dénoncé le projet de labellisation des médias. Plus largement, vous évoquez régulièrement la manière avec laquelle la France est gérée, ou plutôt ne l'est pas. C'est un peu le gouvernement par le chaos que vous décrivez dans ce livre populicide. Ah oui. Je souris parce que, en fait, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer le dernier macronien. Un jour, j'ai parlé avec Emmanuel Macron, à l'époque où on se voyait beaucoup, au tout début. Et je lui dis, en fait, toi, tu es un Young Global Leader. Il me dit, ah ouais, c'est très important pour moi. Je dis, bon, en fait... Et donc, il m'a expliqué que sous la férule de ses maîtres, ne vous inquiétez pas, je réponds à votre question, mais je vais prendre l'élan. Sous la férule de ses maîtres, donc Alain Minc et Jacques Attali, il avait appris à communier sous les deux espèces du progressisme et du mondialisme. Et il m'a parlé des Global Shapers, et donc les façonniers mondiaux. Et là, en fait, je me suis intéressé aux façonniers mondiaux et j'ai découvert que les façonniers mondiaux préconisaient le spillover effect, c'est-à-dire le gouvernement par le chaos. C'est-à-dire ouvrir une crise ou profiter d'une crise qui s'ouvre
pour passer de la notion de bien commun à la notion de contrôle. On peut prendre quelques exemples. L'Ukraine, contrôle d'une population par la peur. La guerre, la guerre, la guerre. Bon, on suit le chef de guerre. Bon. Covid, contrôle des corps par l'hygiénisme d'État. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on avance. Ensuite, climat, contrôle de la population par la norme. ZFE, passoire thermique, voiture électrique, etc. Petit à petit, on serre la vis. Sécurité, contrôle de la population par la vidéosurveillance, par les portiques, etc. Et finalement, on arrive à quoi? La dernière phase, on y est avec la labellisation. Et ce qui se passe à Bruxelles en ce moment, c'est le portefeuille d'identité numérique. Où là, vous ne serez plus citoyen de la France, mais QR code en liberté conditionnelle. C'est-à-dire que vous serez tous les deux des profils algorithmiques. Et si jamais je suis au pouvoir à ce moment-là, je saurai tout ce que vous faites de vos journées. J'aurai accès à tous vos messages privés, à toutes vos correspondances. Et le projet est déjà à l'œuvre pour vous? Le projet, il est voté, et tout le monde a voté, tout le monde vote, au nom de la protection de l'enfance, etc. Voilà. Et donc, en réalité, c'est une machine crantée qui prépare le fichage de masse. Ce que Orwell avait imaginé, ils vont le faire. Ils sont en train de le faire. Mais vous dites, Philippe de Villiers, contrôle des peuples par la peur. Et paradoxalement, ces mêmes politiques n'ont-ils pas aussi peur, justement, du peuple ou des peuples? Parfois, on a l'impression que c'est comme l'orchestre du Titanic qui continue de jouer en regardant les canaux de sauvetage s'éloigner. Malgré tout, est-ce que les politiques ont le choix? On a beaucoup parlé il y a quelques semaines et quelques mois de dissolution. Est-ce que c'est la dissolution, sinon l'autodissolution? La dissolution ou l'autodissolution. L'autodissolution, dans l'esprit des gens, c'est fait. Hein. La classe politique, tout le monde a compris. Hein. Toute la classe politique pour vous? Oui, ils votent ensemble. Ils s'accordent, ils mangent ensemble, ils dorment ensemble. Qu'est-ce qu'ils font pas ensemble? De LFI au RN? Le RN un peu moins, mais quand il s'agit de voter des impôts, voilà. Et donc en fait, oui, il y a une connivence. En fait, je vais vous dire, pour avoir été député, quand vous êtes député, et député européen c'est encore pire, petit à petit, vous prenez goût à l'amendement. Et vous devenez un amendeur. Vous vous réveillez la nuit en disant « Oh, j'ai mon amendement, elle est posée ». Et vous vous faites avoir finalement. Oui. Et bon, en plus, le député, Marie-France Garot un jour m'a dit « Il ne faut jamais oublier qu'un député, ça va à la gamelle ». Et donc là, je réponds à votre question, c'est une manière de répondre à votre question, ils vont tous à la gamelle. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de l'élection. Donc ils ont peur de la nouvelle dissolution, ils ont peur d'une nouvelle élection, voilà. Sauf le RN. Bon. Puisque le RN est considéré comme le contre-pouvoir. Bon. En fait, pour résumer, je dirais qu'il y a deux choses qui se font face. La populophobie et le populisme. La populophobie, c'est la détestation des élites pour le peuple. Et le populisme, c'est le cri d'un peuple qui ne veut pas mourir. Un peuple qui ne veut pas mourir, ça veut dire trois choses. Ça veut dire qu'il se sent dépossédé de son outil de travail à cause de la mondialisation sauvage. Il n'y a plus rien, l'industrie. Il se sent dépossédé de sa mémoire, puisqu'on ne transmet plus la mémoire commune, notamment à l'école, le roman national. Et il se sent dépossédé, pire, de ses voisinages. Or, le pire exil, ce n'est pas d'être rejeté de son pays, c'est d'y vivre et de n'y plus rien trouver de ce qu'on y a aimé. Philippe de Villiers, les téléspectateurs, les auditeurs ont des questions à vous poser. Je vais vous proposer celle de Marie-Louise qui vous interroge sur la sécurité et qui vous parle de la sécurité des familles
Écoutons la question de Marie-Louise. Bonjour, je m'appelle Marie-Louise et aujourd'hui ma question porte sur la délinquance juvénile qui prend de l'ampleur et cela aussi est lié pour la plupart à la précarité que vivent les familles. Donc qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous envisagez pour pouvoir améliorer cette situation des familles et pour apporter la sécurité? Voilà. Comment améliorer la sécurité et la situation des familles dans notre pays, Philippe de Villiers? Je réponds à Marie-Louise, elle a tout à fait raison. Il y a la société, il y a l'État. Les deux se sont effondrés. On les a liquéfiés. La société, elle s'est liquéfiée parce qu'on a fait du sociétal. Et on a tué la famille. Et donc, ma réponse est la suivante. Il faut restaurer la famille. C'est-à-dire l'autorité paternelle. La famille, c'est un papa et une maman. Il faut oser le dire. Voilà. Au moment où la chute de la natalité est astronomique, puisque cette année, pour la première fois dans notre histoire, le nombre des naissances est inférieur au nombre des décès. Donc la société, ce sont les forces vives, ce sont les entreprises, ce sont les familles, ce sont les associations, ce sont les corps intermédiaires. Aujourd'hui, la société, elle est bouffée par l'État. La sphère publique mange la sphère privée. Or, c'est la sphère privée qui finance la sphère publique. Et deuxièmement, l'État régalien. L'État régalien. L'État a été inventé pour faire un contrat avec Marie-Louise. Je te protège et tu me confies ta protection. Et tu payes des impôts pour ça. Aujourd'hui, on paye des impôts, mais l'État n'est plus régalien. Pourquoi il n'est plus régalien? Parce que le premier principe d'un État régalien, c'est la frontière. Est-ce que vous vous rendez compte que je suis le seul à dire ça en France aujourd'hui? Prenez la classe politique. Alors là, cette fois-ci, parlez-leur de Schengen, ils se signent. Parce que là, on ne peut pas toucher à ça. C'est l'ultime tabou pour vous? Comment? C'est l'ultime tabou? Ah, c'est l'ultime tabou. Schengen, c'est l'ultime tabou. Ah oui. Donc la frontière. Oui. Vous savez, Régis Debray disait très bien un jour, un pays meurt quand il abandonne ses contours et ses compteurs. Aujourd'hui, il n'y a plus de compteurs. Roman national. Qu'est-ce qu'on raconte aux enfants? Bon. Et il n'a plus de contours. Il ne faut pas oublier que la grandeur de la France avec Louis XIV, c'est Vauban, le précaré. Le précaré. La France, c'est un acte politique. Donc, si la France ne se protège pas, personne ne va la protéger. Et donc, premièrement, la famille. Deuxièmement, l'entreprise. Troisièmement, l'État régalien. Philippe de Villiers, je pense à la mère d'Elias, au moment où vous nous parlez de protection et de sécurité, que Laurence a interrogé et moi-même récemment. Et vraiment, nos téléspectateurs auditeurs et au-delà, tous les Français ont découvert, comme la mère de Lola, comme la mère de Philippine et d'autres, un courage, une abnégation incroyable. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ces familles de victimes qui osent dire « on veut des réponses, on veut savoir pourquoi ». Et la mère d'Elias dit « je veux ». Au contraire, tendre la main aux magistrats pour avoir des réponses, pour le bien de la démocratie? Alors, il faut oser leur dire la vérité. La vérité, c'est que vous parlez de Philippine, d'Elias, on peut citer les autres. Ils seraient encore vivants si la classe politique n'avait pas commis le crime d'ouvrir les frontières et de ne pas pouvoir résoudre le problème des OQTF. S'il n'y avait pas eu d'OQTF, s'il n'y avait pas d'OQTF, si les frontières étaient vraiment contrôlées, ils seraient encore vivants. Deuxièmement, Badinter est au Panthéon. Mais Badinter, il faut savoir que Badinter, il s'est inspiré de la doctrine sociale nouvelle des années 70. Je m'en souviens, j'étais étudiant, qui disait ceci: la prison, c'est le mal. Le délinquant est une victime de la société. Il faut donc réinsérer le délinquant. C'est ça le premier but de la justice. Et là-dessus, on a eu le syndicat de la magistrature qui a expliqué qu'il fallait privilégier celui qui vole sur celui qui est volé. Et donc, il faut aujourd'hui renverser la pyramide de la justice pour instaurer des peines planchers
et pour que la justice soit sévère et que la prison soit considérée comme tout à fait normale. Par exemple, perpétuité pour celui qui touche un policier. Voilà. Et donc, à ces femmes, je dis ceci, exiger de l'État qu'il rétablisse les frontières pour qu'il n'y ait pas d'autres Philippines, et exiger de l'État qu'il rétablisse une justice de fermeté et non pas une justice laxiste qui est la justice de Mme Belloubet. En parlant de Mme Belloubet, je me souviens d'une circulaire quand elle était ministre, en plein été, où elle a dit « il ne faut pas enfermer les délinquants en prison ». Elle l'a dit. Voilà. Quant à Dupond-Moretti, son premier geste quand il a été nommé ministre, c'est d'aller visiter une prison. Et donc, ces gens-là sont tournés vers l'idée, les gens qui nous dirigent, que c'est la société qui est coupable. Ils sont rousseauistes, vous savez, Rousseau qui disait « conscience, conscience, instinct divin, immortel, céleste voix, juge infaillible d'un être intelligent mais borné. Conscience, conscience. » Oui. Mais si on fait, si on procède, si on se livre à cette démagogie qui consiste à dire « ah oui, mais il n'a pas eu de chance dans la vie, etc. », on ne rétablit pas l'ordre. Il n'y a pas d'ordre sans la justice, il n'y a pas de justice sans l'ordre. Philippe de Villiers, ça rentre vraiment en résonance avec ce que nous disent les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent. Écoutons Philippe. Lui, il vous questionne sur un point très précis, l'éventualité d'une guerre civile. Bonjour monsieur Philippe de Villiers. Philippe, artiste-auteur, 52 ans. Je voulais juste savoir si vous pensez qu'une guerre civile est possible en France actuellement. Est-ce qu'une guerre civile est possible ou pas? Oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Et pourquoi on peut l'éviter. Et pourquoi il faut l'éviter. Oui. Alors, elle est possible parce qu'aujourd'hui, on a... la terre de France, ce qui caractérise la terre de France, c'est un mal-être qui traverse toute la société. À Paris, on ne le voit pas, mais en province, on le voit très bien. Qui traverse toute la société, celle des héritiers, celle des arrivants. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez deux peuples côte à côte qui partagent une souffrance intime. Quelle est cette souffrance intime? Le peuple neuf, lui, sait parfaitement d'où il arrive, mais il ne sait rien de l'endroit où il arrive. Et le peuple sédentaire, immémorial, aujourd'hui éberlué, exténué, ne sait plus où il habite et ne sait plus d'où il vient. Si bien qu'en réalité, on a une société de déracinés de l'extérieur, de déracinés de l'intérieur. On a en fait, pour résumer, le migrant devant l'homme global. Et j'arrive au problème de la guerre civile, c'est qu'il n'y a plus de sol moral commun. Et quand il n'y a plus de sol moral commun, c'est qu'on ne se parle plus. Et comment se parler? Voilà la question. Il n'y a qu'une solution. C'est de dire aux uns et aux autres, voilà, vous êtes en France. Nous sommes en France. Et donc ceux qui sont des Français tout neufs, on vous invite à devenir des Français de désir. Et à ceux qui sont des Français de souche, on vous invite à donner envie qu'on vous ressemble. Parce que si on veut, pour résoudre ce problème de l'absence du sol moral commun, s'appuyer uniquement sur l'hédonisme consumériste, sur les valeurs de la République, sur la laïcité, etc., la nation va se dessécher sur pied. Il n'y a qu'une solution, c'est de dire à ceux qui nous détestent, vous repartez chez vous, et à ceux qui ne nous détestent pas, mais qui ne nous connaissent pas, mais qui voudraient nous connaître pour pouvoir nous ressembler, regardez notre trésor. Il faut pouvoir inviter les Français de désir à avoir envie de nous ressembler, non pas dans l'hédonisme consumériste, mais dans l'exaltation commune de notre patrimoine vital.
Et face à ce projet de sol moral commun, Philippe de Villiers, il y a un autre projet. Et vous en parlez dans votre livre Populicide. D'ailleurs, vous parlez de l'épiphanie de Jean-Luc Mélenchon, autrement dit le moment de vérité quand il dit que le grand remplacement, c'est lui qu'il l'affirme, n'est pas un fantasme, ni une théorie conspirationniste de l'extrême droite, mais un changement de composition d'une population, c'est la fameuse créolisation. La stratégie de Jean-Luc Mélenchon est celle de dire aussi que l'islam est un christianisme finalement comme un autre. C'est peut-être ce qu'on a vu cette semaine lors de la commission d'enquête. Que répondez-vous à Jean-Luc Mélenchon? Il a un projet, il est gramscien quelque part, il a réfléchi à cette théorie depuis très longtemps. Alors, il a un mérite, c'est qu'il dit les choses en fait, comme tous les vrais terroristes. Terroristes, dites-vous. Les vrais terroristes. Au sens de... Bien sûr, de la terreur. C'est noble pour lui. Bien sûr, j'ai bien compris. Je préfère préciser. C'est Robespierre en kéfier. Bon. Donc, je lui accorde ce privilège. Robespierre dit, quand j'ai vu à quel point l'espèce humaine était dégradée, je me suis rangé à la nécessité de faire un nouveau peuple. Et ben voilà. Donc c'est un terroriste. Voilà. Et il a dit un jour, je ne sais plus où, à Toulouse, je crois, le grand remplacement, Éric Zemmour, c'est pas vous, c'est moi, c'est nous. On va faire une nouvelle France avec un peuple neuf. Et donc, ce que dit Mélenchon, c'est la chose suivante. On ne va pas changer la toponymie, on ne va pas changer le territoire, on ne va pas changer l'hexagone, on ne va pas changer le nom même, peut-être un peu la langue. Mais en revanche, on va faire venir une population nouvelle et on va se débarrasser des autochtones, des derniers Français de souche. C'est-à-dire qu'on va changer, non pas la France, mais on va changer de France. Et pour ça, il s'appuie sur deux vecteurs. Le premier, c'est le vecteur démographique, et le deuxième, c'est le vecteur idéologique islamo-wokiste. L'alliance des universités et des banlieues. Et sur le vecteur démographique, il a très bien vu une chose que les politiciens ne voient pas. C'est qu'on est devant un chassé-croisé. Basse pression démographique au nord, haute pression démographique au sud, basse pression démographique, basse pression spirituelle au nord, haute pression spirituelle au sud, basse pression économique au sud, haute pression économique au nord. Vous avez tous les ingrédients pour qu'il y ait un grand courant de population. Il a compris, Mélenchon, que l'Europe, qui fait 550 millions d'habitants aujourd'hui, en fera 480 millions dans 30 ans, et que l'Afrique va passer de 1,4 milliard à 2,8 milliards. Il a compris ça. Et donc, en comprenant ça, il se dit, c'est du gâteau. Il suffit d'attendre. La patience est de notre côté, parce qu'il a compris que la démocratie, c'était le nombre. Philippe de Villiers, vous êtes notre invité exceptionnel sur CNews et Europe 1. Sur quoi va se jouer, selon vous, la prochaine élection présidentielle, si tant est qu'elle ait lieu en 2027 ? Quelle est la question centrale ? La question de civilisation, c'est là-dessus que nous aurons à nous prononcer ? Alors, la tentation de tous les politiciens, c'est évidemment d'empêcher la question centrale d'arriver au centre. Alors, il y a des questions, il y a des questions immenses. La question budgétaire, la question des services publics, la question de l'école, etc. Mais en fait, elles sont toutes conditionnées par une question, la question centrale, c'est la question de la migration de masse. C'est-à-dire que si on continue au rythme de 500 000 entrées par an qu'on ne peut pas gérer, on a non seulement des problèmes d'insécurité, mais des problèmes insurmontables pour l'ensemble de la dépense publique et pour la vie en société. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la France va disparaître. Elle sera autre chose. Et c'est une question maintenant le sablier coule. Et moi, je pense que la question centrale, c'est l'immigration. Mais pour résoudre cette question centrale, il faut passer par une autre question préalable. Je vous explique. Pour résoudre la question de l'immigration, il faut fermer les frontières. C'est pas nous, c'est Bruxelles.
Pour résoudre le problème de l'immigration, il faut que le droit français soit supérieur au droit européen. C'est pas le cas. Ça dépend de Bruxelles. Pour résoudre ce problème, il faut qu'on sorte de la Cour européenne des droits de l'homme. Etc. etc. En d'autres termes, il faut dire à Mme von der Leyen, et qui osera le faire, Madame, je reprends mes billes, je reprends les manettes, je rapatrie le pouvoir chez moi. Et si vous n'êtes pas contente, c'est pareil. Et donc, pour résoudre mon problème de l'immigration, je reprends les manettes. Alors, qui osera le faire, justement, Philippe de Villiers? Quel président faudrait-il à la France après un président jeune? Faut-il en finir avec le jeunisme, comme le disent certains? Si vous deviez nous faire le portrait robot du président idéal, celui qui répondrait finalement à tout ce que vous venez de citer, d'égrener avec nous ce soir, à quoi ressemblerait-il ou à quoi elle pourrait ressembler? Vous me permettez de reprendre le début de votre question sur le jeunisme. Ce que je voudrais vous dire ceci, dans l'histoire de France, c'est pas la question. D'ailleurs, j'avais fait un papier un jour que vous m'aviez demandé. Oui. Et Napoléon. Oui. Napoléon. Voilà, il avait pas 30 ans. Louis XIV, 23 ans quand il règne, etc. Donc en fait, la question de l'âge, non, c'est pas la question. La question, c'est la lucidité et le courage. La lucidité, c'est voir la réalité. Et le courage, c'est accepter de s'immoler, accepter l'offrande de soi. Il faut avoir un côté sacrificiel, donc, alors. Absolument. Et donc, en fait, vous m'invitez à faire un portrait robot, donc je vais vous le faire, à grands traits. Je pense que le prochain président, si on veut sauver la France, doit être un marin de gros temps. Là, c'est l'homme qui a sa rue au sable qui parle, le Vendée Globe. Oui. Donc, j'ai une déformation. Moi, le marin d'eau douce, maintenant, j'ai appris la grandeur de la mer, les 40e rugissants, les 50e hurlants, etc. Et donc, c'est l'image qui me vient. Un marin de gros temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas un caboteur. Le cabotage, ça consiste à prolonger les problèmes qu'on se sent incapable de résoudre. La haute mer, ça veut dire qu'on accepte les murs d'eau et les tempêtes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il va falloir affronter 3 féodalités et accepter le banc d'infamie pour le futur président. Les trois États confédérés, on pourrait dire. Première féodalité, c'est l'État profond de Bruxelles. Il faut l'affronter. Vous vous rendez compte que la différence entre ce qu'on touche, la différence et ce qu'on paye, c'est 15 milliards. Bon. Donc déjà, on ne coupe plus vivre, etc. L'État profond, il faut l'affronter en disant maintenant je n'oublie plus. Voilà, je suis souverain. Voilà. Depuis 1500 ans. Voilà. Et ce n'est pas vous qui allez changer ça. Deuxièmement, donc premier banc d'infamie. Deuxième banc d'infamie, la deuxième féodalité, ce sont les cours suprêmes. Les cours suprêmes qui, en fait, sans se parler, ont défini une double préférence qui est mortifère pour nous. La première, c'est le délinquant sur la victime. Première préférence. Et deuxième préférence, l'étranger sur le national. M. Fabius, président du Conseil constitutionnel, a dit il y a quelque temps la préférence nationale est contraire à la Constitution. Donc l'idée qu'on est un citoyen avec des droits supplémentaires à l'étranger, c'est plus possible. Deuxième banc d'infamie. Et troisième banc d'infamie, les élites mondialisées qu'il faut affronter, qui ont diffusé, qui diffusent tous les jours dans la jeunesse de France l'éclipse de la conscience nationale. Et donc, il faut les affronter. Ça veut dire affronter la société politico-médiatique. Et donc, il faut quelqu'un qui ait de la vigueur, des tripes et le courage français. Et vous pourriez être ce marin de gros temps, Philippe de Villiers, vous? Je vous ai vu venir, mais... Avec nos sabots? Depuis le début, j'ai vu que vous étiez en train de Est-ce que ce n'est pas vous, finalement, ce portrait robot? D'ouvrir le piège, oui. Alors, je vais vous répondre franchement.
Attendez, on va faire durer un peu le suspense. Il nous reste quelques secondes. Oui. On imagine que vous ne voulez pas ajouter votre nom à une liste, que vous n'avez pas besoin d'une ligne en plus sur votre curriculum vitae. Non. Donc, que reste-t-il? La France. Non, mais attendez, je voudrais vous dire simplement, j'ai eu 3 vies dans la même. Une vie de créateur, une vie de gouverneur territorial, avec une certaine réussite en Vendée, et une vie de lanceur d'alerte, plutôt sonneur de tocsin. Donc là, votre question, vous m'invitez à ouvrir la voie d'une quatrième vie. Oui, alors, je dirais votre question est prématurée, d'abord, parce qu'on est très loin, puis il y a du monde dans le bourg déjà. Mais elle n'est pas hors sujet. Et attendez, je vais vous dire, il faudra un président, il faudra donc un candidat qui accepte ce que je viens de dire sur l'immigration et sur la question européenne. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, il ne fera rien et ce sera une nouvelle déception. Donc, il faut arrêter de tromper les Français. Voilà. Et ce que je vous propose, à toutes les deux... De nous revoir dans... Alors, non, mieux que ça. Quelque temps. On va chercher ensemble cet homme ou cette femme dans les mois qui viennent. Je suis déjà en recherche. Donc, moi, j'ai l'émission du vendredi avec Elliot et Geoffroy. Ça grimpe. Les gens nous écoutent. Donc, ils comprennent que je suis en recherche de cet homme-là ou de cette femme qui va peut-être arriver. Ce que je vous propose, c'est de prendre une poêle à frire et un magnétomètre à protons. Et si ça sonne, vous me prévenez. Si ça sonne pas, on demandera à Serge Nedjar, avec un immense bandeau présidentiel, et on se reverra. Et à ce moment-là, vous me reposez la question, non pas à la fin, mais au tout début. Pour l'instant, on n'en est pas là. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a un signe quand même que les gens sont inquiets, que les gens sont insatisfaits. Sinon, ils ne seraient pas le vendredi. Le vendredi, c'est un très mauvais jour. Hein. Bon, pourquoi ils sont si nombreux, à votre avis? Ça veut dire qu'il y a une attente, il y a quelque chose, voilà. Et donc, en fait, je vais vous dire ce que je pense. La formule biblique. Mon Dieu, éloignez de moi ce calice. Mais en même temps, quand je vois la situation de la France, moi, je me dis, et les gens le sentent, c'est pour ça qu'ils m'aiment bien. C'est totalement gratuit ce que je fais. C'est-à-dire que c'est vraiment le dernier cri d'un Français qui ne veut pas partir sans avoir redonné l'espoir à une petite minorité agissante, c'est-à-dire une relève de conscience dressée. On a compris que ce sera une candidature sacrificielle. Ah, je n'ai pas du tout dit ça. Non, je dis que c'était prêt. Voilà comment vous êtes. Les journalistes. Non, je n'ai pas du tout dit ça. Au contraire, c'est non, sauf circonstances exceptionnelles. Ça vous va? Voilà. Parfait. Parfait. Oui. Merci. Claire, merci. Merci mille fois, Philippe de Villiers, Populicide, évidemment, aux éditions Fayard. On le recommande je vous remercie parce que aux lecteurs. C'est un moment agréable et en même temps, je pense... utile. Utile. Pour nos amis qui nous écoutent et qui nous regardent. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous accueillir ce soir, Philippe de Villiers. Dans un instant, c'est Maël Hassani sur Europe 1 et Gauthier Lebret sur CNews. Bonne soirée à vous et à demain.